Les défis écologiques en Chine ont pris une telle ampleur que c'est devenu un enjeu de survie. Moi, je ne crois pas au changement dès lors où il n'y a pas de changement à l'intérieur de soi. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Nathalie Bastianelli est la fondatrice du forum We Belong, qui se déroule chaque année à Shanghai et Pékin et qui rassemble des acteurs chinois et internationaux pour échanger les solutions et promouvoir un style de vie et des modes de consommation durables. La Chine est pour beaucoup le pays phare du XXIe siècle et ce qui se joue là-bas, maintenant, aura un impact sur notre avenir à tous et il est essentiel d'essayer d'y voir un peu plus clair au-delà des clichés. La Chine est le plus gros pollueur de la planète, mais c'est aussi un pays pionnier en matière de développement durable et de recherche de solutions aux problèmes de demain. On parle de tout ça avec Nathalie, mais aussi de son parcours et de son point de vue très optimiste sur l'avenir. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien. Bienvenue sur Sismic. On est ensemble avant tout pour parler de la Chine. On va quand même essayer de resserrer un peu d'entrer un peu le sujet, parce que sinon on va pas pouvoir balayer tout ça en une heure, même je pense en une semaine. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble de la Chine plus comme laboratoire du futur, et même de la Chine comme laboratoire d'un futur positif. J'aurai l'occasion certainement d'aborder d'autres angles avec d'autres invités, mais toi, c'est ton sujet. Est-ce que c'est bien ça, justement, le sujet qui t'occupe depuis maintenant quelques années ? Alors effectivement, depuis 4 ans, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'innovation durable et responsable au sein de la société chinoise, mais pas que, puisqu'on essaye de promouvoir ces innovations et ces solutions sur le marché chinois. D'accord. Et de quelle manière tu fais ça ? Alors, j'ai créé un événement en 2015 qui s'appelle le Forum We Belong, qui se déroule chaque année en Chine. Alors, on l'a fait à Pékin, puis à Shanghai, puis de nouveau à Pékin, et qui a pour ambition de justement promouvoir ces solutions, mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, d'inspiration et d'expérience. En fait, on travaille. Moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur l'ouverture de conscience de notre audience, pour leur faire réaliser d'abord qu'un monde est en mouvement, ce qu'on appelle la révolution douce ou silencieuse. Bon, je prends pas le mot révolution en Chine, mais ça émerge de toutes parts et ça émerge également dans leur pays. Et ils n'ont pas tellement accès à ces solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre en lumière pendant un événement qui dure 2 à 3 jours et de leur montrer pour moitié des solutions chinoises et pour moitié des solutions internationales. Donc ton audience est chinoise essentiellement. Tu t'adresses aux locaux chinois. Alors, mon audience, bien sûr, est chinoise puisque ça se passe en Chine, mais je pense qu'on a une audience digitale en ligne qui doit être 20-80, c'est-à-dire que les Occidentaux qui vivent en Chine continentale sont également très intéressés par ces solutions puisqu'ils sont très interpellés par les défis environnementaux auxquels ils doivent faire face dans leur quotidien. Alors, tu parles de solutions, on parle de quel problème ? De l'environnement ou d'autres problèmes plus larges ? Alors, moi, effectivement, je m'intéresse beaucoup plus à la consommation responsable et durable. Donc, les problèmes, c'est très lié à la pollution, puisque en Chine, on sait très bien que la pollution atmosphérique, elle est très importante, même si depuis quelques années, ils arrivent à faire retourner un peu la situation. Il y a la pollution invisible de l'eau et la pollution invisible de l'alimentaire. Donc c'est très anxiogène pour les consommateurs et l'idée c'est de leur passer le message qu'ils font partie de la solution. À quel point c'est un sujet qui est déjà compris en Chine ? Enfin, j'imagine que pour tout ce qui est pollution atmosphérique, il est très visible et pour d'autres types de pollution, on en parle beaucoup. À quel point c'est important en fait dans la manière dont les Chinois voient leur vie et voient leur avenir ? En fait, les défis écologiques en Chine ont pris une telle ampleur que c'est devenu un enjeu de survie. Et dans une société où on était encore dans une société de l'enfant unique, même si la loi a changé récemment, on avait un enfant pour 6 adultes. Et ces 6 adultes regardent un enfant sans savoir s'il va pas attraper un cancer des poumons. Donc c'est absolument horrible. Et moi je vois quand je parlais de ce projet à mes interlocuteurs chinois ou occidentaux, le regard n'est pas du tout la même. Parce que eux c'est vraiment un enjeu qui est essentiel pour pouvoir continuer de vivre dans leur pays. Il faut que les choses changent. Et c'est vrai que en Chine, qui est un gouvernement centralisé, les solutions viennent quand il y a des problèmes, les solutions viennent du gouvernement.
Et moi, l'idée, c'est de montrer aux consommateurs que les solutions viennent également d'eux, dès lors où ils ont un changement de comportement dans leur mode de consommation. D'accord. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour le coup? Est-ce ça fait partie de leur plan justement de développement, ces questions-là? Oui, ça fait 2-3 plans quinquennaux que la lutte contre la pollution est devenue une priorité majeure. C'est un enjeu de stabilité sociale. Ça coûte très cher à l'économie. Donc, bien sûr que c'est la priorité. D'ailleurs, je me souviens qu'en 2014, Li Keqiang, le Premier ministre, avait dit « Nous déclarons la guerre à la pollution ». Et ils ont mis des mesures très importantes, des investissements absolument majeurs. C'est le premier pays qui investit le plus au monde pour changer son mix énergétique et pour arriver également à passer en économie verte. C'était assez intéressant parce que lors du dernier congrès l'année dernière, on va pas trop rentrer dans la politique, mais ils ont maintenant voté pour un programme qui s'appelle, alors je le connais en anglais, c'est vers une civilisation écologique, qui s'appuie sur 5 piliers. Je vais juste en citer 2, assez emblématiques. Premier pilier, c'est ne plus avoir le PNB comme critère majeur pour mesurer la santé économique, mais y intégrer les défis environnementaux, la santé publique et l'héritage culturel local. Donc on voit bien à quel point là on est en train de bouger les lignes. Et le deuxième pilier de ce programme, c'est le bonheur national brut pour sa population, inspiré du Bhoutan. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que le gouvernement chinois mette de telles choses en place, mais les décisions sont vraiment très importantes. On voit maintenant, on parle de plus en plus de jours ciel bleu à Pékin, enfin rien que l'hiver dernier, moi j'y étais au mois de mars dernier, de mi-octobre à mi-mars, ils ont fermé 18 000 usines. Autour de Pékin. Autour de Pékin, la province du Hebei, qui est la province la plus polluante de la Chine. Mais ils les mettent un peu plus loin ou... Alors évidemment, il y a toute cette problématique de dire quand ils déplacent les usines vers l'ouest, mais maintenant les critères sont très importants pour ne avoir que les entreprises soient les moins polluantes possibles. Et maintenant, il y a des pénalités si vous polluez les rivières ou la terre avec des produits toxiques et que ça crée. Enfin, maintenant, ça devient un crime. C'est jugé comme un crime. Et ce qui est très intéressant, c'est que la responsabilité intervient aussi au niveau du fonctionnaire qui était responsable de superviser la protection environnementale. Donc il y a toute une chaîne de responsabilité. Je dirais qu'ils bougent finalement beaucoup plus vite que nous sur ces sujets-là. Lors de la COP21, je me souviens, on avait fait un événement au ministère des Affaires étrangères sur comment la Chine et la France construisent des villes durables. Et quelqu'un du Quai d'Orsay m'avait dit si tous les pays montraient l'exemple, enfin étaient sur la même dynamique de la Chine, nous n'aurions aucun souci à nous faire. Et il y a même des scientifiques américains qui avaient publié un article qui m'avait interpellé. La Chine est en train de donner une leçon au monde. Mais pourtant, ça reste le premier pollueur de la planète avec un quart des émissions de CO2. Pourtant, il continue d'être en croissance justement sur ces émissions parce qu'il y a de la croissance économique. Donc, comment il gère ça en fait? Où est la priorité? Alors, la priorité, c'est la pollution atmosphérique. Donc, c'est comment est-ce qu'on change le mix énergétique. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont pour objectif de baisser l'utilisation du charbon. Et ils ont développé énormément de centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'ils ont pris le modèle français. Et puis... ils baissent en part, mais pas en valeur absolue, en fait. C'est un pays qui aussi investit énormément dans les renouvelables. C'est-à-dire c'est le premier pays en éolienne et en énergie solaire. Donc, c'est quand même un pays qui a une vraie stratégie pour changer de mix énergétique, et puis aussi un pays qui développe toute l'activité des services, c'est-à-dire comment on passe de l'usine du monde au laboratoire du monde, puisqu'effectivement tu parlais d'innovation tout à l'heure. La Chine est devenue le premier pays à déposer le plus de brevets devant les États-Unis depuis 2015. Ça fait partie de leur plan Made in China 2025. Je sais pas si t'es familier avec ce... Oui, effectivement, l'idée c'est de nous en parler un peu. Ouais. C'est de passer en qualité et non plus en quantité. Donc ils ont cette volonté de développer justement toute une activité autour des services qui est beaucoup moins polluante. Et les industries de pointe aussi. Et les industries de pointe, je me souviens avoir parlé avec un patron d'une usine de chimie qui devait l'implanter à Dalian, c'est-à-dire nord-est de la Chine, et qui me disait que les critères pour implanter l'usine étaient plus élevés qu'en Europe. D'accord. Tu travailles avec le gouvernement, toi, pour l'organisation de We Belong? Non, mais nous sommes soutenus par la Fédération de l'environnement chinois. Donc c'est un soutien très important.
puisqu'effectivement, je ne suis pas chinoise et l'événement se déroule sur le territoire chinois. Donc toi, ton objectif, c'est plus de mettre en avant, de détecter en fait les initiatives, peut-être un peu plus au niveau citoyen ou local ou enfin dans les entreprises, et de les mettre en avant. Oui, moi je me situe beaucoup au niveau, ce qu'en anglais on dit B2C, c'est-à-dire vraiment plus sur l'accès grand public et non pas B2B. Parce que je crois qu'il y a énormément de forums, d'événements qui existent chaque semaine, chaque mois qui passe en Chine. Donc ça, je crois que c'est vraiment très couvert. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était d'interpeller les consommateurs pour les aider et les convaincre de passer à un mode de consommation plus responsable et plus durable. Tu as quelques exemples qui t'ont marqué dernièrement de choses que tu mets en avant et que tu as trouvé particulièrement innovantes? Alors, l'innovation, ça dépend dans quel sens on le prend. Alors, il y a l'innovation technologique, où il y avait cette société de Shanghai qu'on a invitée, que j'ai invité à venir parler en France, qui imprime des maisons en imprimante 3D. Donc voilà, il imprime 10 maisons en 24 heures. Alors il y a un impact environnemental puisqu'il ne prend que des déchets. Donc pas du tout de matières premières, et un vrai impact sociétal puisque c'est beaucoup moins cher que la construction normale. Et d'ailleurs, il a été choisi par la ville de Dubaï pour construire le musée du futur en imprimante 3D. Donc ça, c'est un exemple. Je peux en donner un autre. Alors là, c'est pas la Chine continentale, c'est la Grande Chine. Ça, c'est une société qui est basée à Taïwan et qui fait du papier de pierre. Voilà, avec la poudre de pierre, ils font du papier, donc plus besoin de couper les arbres. Alors évidemment, c'est 100% recyclable, c'est imperméable, c'est un papier très doux, il y a une densité un peu plus forte que le papier que nous utilisons dans notre quotidien. Tout n'est pas parfait, mais c'est très inspirant de voir à quel point l'imaginaire est sans limite. C'est-à-dire que, voilà, qui aurait pu imaginer qu'on utilise des carnets avec du papier de pierre. Est-ce que, enfin, donc t'es entre la France et la Chine, hein, si je comprends bien. Tu vis entre les deux. Oui. Qu'est-ce qui est mal compris en fait sur la Chine aujourd'hui, tu vois, quand tu racontes ton métier ou quand tu parles de ce pays-là autour de toi? Donc moi je constate en fait pour le coup je vivais à Hong Kong avant, donc j'ai un petit peu l'expérience aussi de la Chine, mais depuis mon retour en France, je me constate que le point de vue sur ce pays a beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Mais qu'on continue déjà d'en parler assez peu finalement par rapport au poids que ce pays a sur aujourd'hui et encore plus sur les années à venir. Oui, c'est un pays continent, donc. Et on continue d'avoir beaucoup de clichés un peu. Toi, ça te parle quand je te dis ça? Oui, absolument, ça me parle beaucoup. Puis comme j'y ai vécu 5 ans, c'était un. Donc c'est lesquels qui te. Il y a le choc culturel sur le changement par rapport à nos habitudes en tant que Françaises, mais aussi. Le traitement médiatique de la Chine, oui, m'avait beaucoup interpellée. Alors sur ces sujets, je crois qu'on ne dit pas assez à quel point les gens se mobilisent pour justement développer des solutions et les mettre en œuvre. Moi, je suis très interpellée par la jeunesse chinoise. Je vais donner l'exemple d'une jeune chinoise que j'aime beaucoup, qui a créé un mouvement, une société qui s'appelle Veg Planet et qui fait la promotion de la consommation végétarienne et végane, et qui a eu depuis 4 ans plus de 100 millions de vues sur ses réseaux sociaux. Donc on voit absolument l'impact incroyable qu'elle peut avoir. Elle est suivie par 400 000 personnes. Elle organise des pop-up lunch et des pop-up dinners, c'est-à-dire qu'elle va dans les différentes villes de Chine. Elle forme des chefs de restaurants à cuisiner végétarien et vegan. Et les chefs, donc voilà, elle organise des événements, c'est toujours complet. Et après, les chefs s'engagent à proposer ces plats dans leur menu du restaurant. Et donc ça, c'est une des choses desquelles tu dirais en fait qu'on connaît mal. Hein. C'est le gouvernement chinois a lui-même fait la promotion dans le cadre d'un film publicitaire pour appeler ses concitoyens à consommer moins de viande. Et l'objectif est de couper de 50% la consommation de viande en Chine, ce qui est assez considérable. Donc la prise de conscience a l'air assez énorme, et on peut peut-être l'expliquer par le fait que la pollution est devant leurs yeux, peut-être beaucoup plus pour nous.
parce qu'il y a des mines, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a des problèmes de santé. Ouais. Donc tu dis que ça pousse les gens à réagir beaucoup plus, à se poser plus ces questions-là, et finalement la société à innover plus. À innover et à mettre les choses en place. Et à participer au changement. Là, il y a un autre couple de jeunes Chinois qui vient d'ouvrir le magasin Zero Waste, Zéro Déchet dans Pékin. Il y a quelques mois, ils font des ateliers pour sensibiliser lors des week-ends, pour apprendre à trier ses déchets, à faire du compost, etc. Donc ça émerge dans toutes les villes. Alors, moi, je parle des villes là où je me rends, mais Shanghai, Canton, Shenzhen, à côté de Hong Kong, il se passe vraiment beaucoup de choses et la jeune génération est assez mobilisée. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Il y a un élément du fait, quand nous organisons l'événement We Belong, l'année dernière, on est quand même une start-up, donc on a des moyens assez limités. On a fait la promotion de l'événement pendant 4 jours avec 20 micro-blogueurs. Donc vraiment, on a travaillé avec des moyens sur une durée assez courte. Et finalement, on a eu une audience de plus de 4 200 000 vues. Voilà. En même temps, il y a du monde. Il y a du monde, mais je veux dire, c'était un plan de communication qui était assez limité et qui donne ce résultat-là. Donc on voit bien à quel point ça interpelle et ça intéresse. Ça, c'est un signal fort, comme quoi les Chinois ont envie de se mobiliser et s'intéressent à ces sujets. Mais de même qu'il y a beaucoup d'innovations tech maintenant qui viennent de Chine, ou un peu le deuxième pays de l'internet qui est en train de devenir le premier après les États-Unis. On voit que c'est une société qui arrive à bouger, à se mobiliser extrêmement vite et à changer, à se remettre en question extrêmement vite. Moi, c'est quelque chose qui m'avait aussi frappé pour partager un peu mon expérience. Comment les Chinois voient l'Europe et la place en fait qu'elle occupe sur ces sujets-là et la place qu'elle va occuper sur les années à venir? Est-ce que c'est une source d'inspiration ou alors que c'est même pas en fait sur la carte du monde? Alors les Chinois, ça dépend de qui on parle, si c'est d'un point de vue politique ou d'un point de vue grand public. Dans ton environnement. Alors dans mon environnement, c'est quand même des gens qui sont très inspirés par le monde occidental et qui sont très admiratifs de notre modèle jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on voit bien que notre modèle il va dans le mur. Ils adorent. Alors ça, c'est un peu la force de l'événement que j'organise. Ils adorent découvrir les innovations qui viennent d'ailleurs. Alors, juste je m'arrête là-dessus sur le modèle qui va dans le mur, c'est-à-dire notre modèle de développement, le fait qu'il y ait 2 voitures par foyer, etc. C'est ça dont tu parles ou... Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai utilisé cet exemple, c'est parce que je me souviens quand le ministre des Affaires étrangères chinois était venu parler, c'était avant la COP, donc ça remonte. Il avait fait une conférence de presse et avait effectivement expliqué que la Chine s'était développée de manière incroyable ces 30 dernières années, une croissance à 2 chiffres, enviée par tous les pays du monde, mais qu'elle l'avait fait sur le modèle occidental et qu'elle s'était trompée, qu'elle allait dans le mur, puisqu'on voyait bien que si elle prenait ce modèle, c'était intenable par rapport à l'état de la planète. Donc il y a une prise de conscience généralisée mais ça, c'était... de la population chinoise sur cette problématique-là. En tout cas, c'était le discours officiel. Mais au moins... Et l'idée, c'était de faire passer le message en disant, voilà, nous avons décidé de changer de modèle, de passer en économie verte, sauf que nous sommes un paquebot, parce que 1,3 milliard à l'époque, et que ça va prendre un petit peu de temps pour virer de bord. Mais laissez-nous du temps. En tout cas, l'ordre a été donné au bateau de virer de bord. La destination, voilà. La décision a été prise. Et par rapport à ça, si je te dis la vision long terme des Chinois, vision long terme du gouvernement chinois notamment, ça t'évoque quoi? Bien sûr, c'est des plans très long terme, voilà. Et la capacité à les mettre en œuvre sur une longue période? Ça c'est leur force. C'est vraiment leur force, c'est ce que tout le monde reconnaît, à savoir cette capacité à prévoir ces plans quinquennaux qui intègre depuis, ça fait au moins 4-5 plans quinquennaux où l'économie circulaire a été mise en œuvre. Et là, dernièrement, le dernier plan quinquennal, je crois que les 7 points prioritaires sur les 10 questions prioritaires étaient liés aux enjeux environnementaux. Donc pour eux, c'est absolument clé. Si je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que ça laisse pas penser que finalement la seule manière d'implémenter des mesures comme ça aussi fortes, c'est d'avoir une forme de gouvernement un peu fort où là on est parti pour avoir un président à vie en Chine. T'as certains qui vont dire en fait c'est la seule manière de faire. Il y en a qui le disent sans cynisme aucun. Il y a l'avantage de l'inconvénient.
Voilà. Effectivement, quand ils appuient sur le bouton ils vont annoncer qu'ils vont passer aux voitures électriques, ça va probablement aller beaucoup plus vite que dans nos pays. C'est une évidence. D'ailleurs, ils l'imposent déjà au niveau de toutes les entreprises publiques. Les autocars, les bus dans les villes deviennent maintenant obligatoirement électriques. Donc voilà, c'est vrai qu'ils vont très vite. Et puis il y a toute cette économie de partage qui s'est développée de manière galopante, qui va pas être loin de représenter 10% du du PIB chinois, et qui permet justement d'avoir une mobilité beaucoup plus douce. Voilà, on pense au modèle Uber, c'est Didi en Chine, qui est devenu en 5 ans une des plus grandes entreprises chinoises, ou alors à ces entreprises qui proposent le vélo, le bike sharing. Voilà, en Mobike et Ofo, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs par jour, alors que moi j'ai connu Pékin sans vélo, de 2005 à 2010. Et maintenant c'est... On revient au vélo. Avec aussi quelques échecs qu'on a pu voir des développements en fait sur ces business-là qui fonctionnent pas, mais bon. J'ai l'impression en fait qu'il y a une facilité aussi à expérimenter à grande échelle assez vite. Alors ils expérimentent toujours au niveau régional ou local, et après effectivement ils le mettent au niveau national. Mais là c'est juste pour revenir, tu me parlais d'innovation, et là je veux juste donner l'exemple du vélo Ofo, c'est-à-dire il y a 2 grosses sociétés en Chine pour le vélo de partage qui est Mobike et Ofo. Et Ofo est en train de développer avec un designer hollandais un concept c'est comme un device, en français c'est le petit appareil. Voilà, un petit appareil posé sur le guidon, excuse-moi, qui permet de capter l'air devant le cycliste, de le nettoyer, c'est-à-dire d'en faire l'air propre et de le renvoyer tout autour du cycliste pour qu'il puisse pédaler dans la ville dans un environnement propre. Ce qui s'appelle le smoke-free bicycle. D'accord. Ils sont arrivés à Paris d'ailleurs, Ofo, je crois. Ofo et Mobike sont à Paris, oui. De même que Didi est à Paris avec Taxify, exactement. Ils commencent à investir beaucoup à l'étranger aussi, j'imagine, sur ces solutions-là. On a vu qu'ils sont devenus effectivement en peu de temps leaders de la production des panneaux solaires, des énergies propres. C'est pareil, c'est l'ambition en fait de se positionner sur ces sujets-là et de devenir le référent. C'est ça vraiment que tu sens de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire de prendre le lead et d'accélérer l'innovation et la transformation sociétale, sur le sujet de la pollution et de l'environnement. Il y a 2 sujets, parce que être le plus gros producteur de panneaux solaires pour l'exporter ne va pas résoudre les problèmes au niveau national. Mais j'imagine qu'ils servent d'abord aussi. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait eu quand même des soucis. Le panneau solaire, d'une part par rapport au prix pratiqué par les entreprises chinoises, qui étaient largement soutenues par le gouvernement chinois. Donc oui, évidemment qu'ils le mettent en place au niveau local, mais de dire qu'ils soutiennent principalement ces industries vertes, non. Je pense qu'ils investissent énormément dans l'innovation. On n'entend pas que la directive est qu'il faut que ce soit de une innovation durable. Ouais, non, mais par contre, c'est vrai que partout on voit bien maintenant que les médias en parlent beaucoup, les enjeux sont très importants, quel que soit le pays, et pas que dans les pays en développement, on voit bien les effets du changement climatique. Donc bien sûr que ça reste une priorité, mais à mon avis comme partout ailleurs. Oui, puisque tu vois qu'en parallèle, ils lancent des projets comme One Belt One Road ou la nouvelle route de la soie qui va consommer énormément d'énergie et de ressources. Donc c'est un peu, ils font les deux en même temps. Est-ce que au final l'équation redevient équilibrée ou négative? C'est compliqué à dire. Alors l'idée, voilà, c'est quand on sort des millions de personnes de la misère, de la pauvreté, et que effectivement il y a cette classe moyenne émergente qui arrive dans la consommation de masse, comme nous on a pu le connaître, ou comme des pays comme les États-Unis. C'est vrai que ça pose problème, et c'est là où l'idée où justement, je pense que ce que nous faisons en Chine, c'est vraiment de montrer aux consommateurs que posséder n'est plus une promesse de bonheur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait penser que voilà, posséder des marques de luxe, posséder donc le modèle occidental notamment dont tu parlais. Ce modèle occidental, on le voit bien dans nos sociétés. C'est pas la solution pour nous rendre heureux. Donc l'idée, c'est de leur passer le message en disant voilà, vous pouvez redécouvrir un autre mode de consommation,
par une prise de conscience et par le fait de vivre plus en conscience. Donc tu travailles, notamment au travers de We Belong, tu travailles sur cette question-là. Oui, on essaie de travailler. Absolument, c'est pour ça que c'est un rendez-vous inédit et que ça a beaucoup de soutien là-bas. C'est parce qu'on travaille sur l'ouverture de conscience de notre auditoire et notamment, moi je ne crois pas au changement dès lors où il n'y a pas de changement à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je crois que ça se passe beaucoup sur l'intériorité de chacun avant de penser que tout va changer à l'extérieur. Donc on fait de la méditation collective, on invite des artistes parce que la créativité et la beauté fait partie aussi du changement pour sensibiliser les gens et donc on essaie de les mettre à l'instant présent, de travailler sur cette prise de conscience de pourquoi ils sont là et comment accueillir ces contenus assez innovants. Et on va même jusqu'à organiser un dîner en conscience, le Mindful Dinner, qui se passe pour toute une partie en silence et avec gratitude. Et voilà, en fait l'idée, c'est vraiment de vivre une expérience et pas juste de l'échange de contenu, aussi passionnant soit-il. Et ça marche? T'as le sentiment que t'arrives à toucher, à créer une espèce de mouvement autour de ça? Les gens sont très touchés. Dès lors où on les reconnecte au cœur et pas qu'au mental, je crois que ça parle à tout le monde. Donc oui, c'est les témoignages sont assez incroyables, mais je crois que c'est pas que les Chinois. Je crois que les gens ont besoin de redonner du sens. Et redonner du sens, c'est peut-être consommer différemment fait partie d'un mode de vie plus avec plus de bonheur, je crois. Plus heureux. Et plus durable aussi, du coup, en même temps. Et bien sûr plus durable. D'une pierre deux coups. Comment t'es arrivé à revenir un peu sur ton histoire personnelle, ton parcours, comment t'es arrivé à t'intéresser à cette question-là et surtout à le faire en Chine, en fait? Ah oui, bien sûr. Pourquoi la Chine et pourquoi ces sujets? En fait, moi, j'ai travaillé 25 ans dans le sponsoring sportif. Donc, effectivement, rien à voir. J'ai travaillé sur les grands événements. Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Et en 2005, le groupe pour lequel je travaillais, un grand groupe de communication français, m'a envoyé expatrié à Pékin, notamment pour commencer à implanter j'ouvrais la première filiale du réseau communication du groupe pour dans la perspective de travailler sur les Jeux Olympiques de 2008. J'avais pas auparavant travaillé sur 5 Jeux Olympiques en tant que sur les sujets marketing. Et donc mon mari m'a suivi avec nos 3 jeunes enfants puisque l'aîné avait 5 ans et j'ai fait l'événementiel pendant 5 ans à Pékin et à Shanghai. J'avais ouvert une deuxième agence à Shanghai en 2009 et au bout de 5 ans, quand je suis rentrée au siège, le CEO du groupe d'alors, le CEO d'alors. C'était quel groupe? Je sais pas. Groupe Havas. Groupe Havas. Me propose de monter une entité pour travailler sur d'autres contenus stratégiques pour les marques qui étaient justement liés au développement durable. Le sport est un formidable contenu de marque puisque les audiences sportives sont les premières au monde devant tous les autres programmes. Et donc là, l'idée, c'était de s'intéresser à ce contenu-là. Et c'était un homme assez visionnaire. C'était en fin 2010. Et ça m'a passionné. Donc j'ai adoré ces sujets. Et voilà, donc j'ai travaillé sur des développements stratégiques par rapport à ces sujets. Et au bout de 2 ans, ce directeur général a démissionné. Lorsqu'il a démissionné, j'ai décidé moi aussi de quitter le groupe parce que parallèlement, j'étais dans moi-même dans du développement personnel avec plus de conscience et j'ai eu envie de me dire comment donner plus de sens dans mon quotidien. Et voilà, j'ai accepté l'idée que j'étais arrivée à la fin d'un cycle. Et c'était quoi le déclic? S'il y a eu un déclic, j'imagine que c'est progressif aussi, mais... Oui, c'était progressif, c'est-à-dire que j'avais proposé ce projet à Havas et j'étais très enthousiaste par les gens que je rencontrais, toutes ces innovations. J'avais vraiment envie de partager et je me suis dit que c'était très facile pour moi d'utiliser mes expertises métiers, c'est-à-dire l'événementiel, le conseil auprès des marques, mais aussi mon expérience du marché chinois, aussi court soit-il, parce que 5 ans finalement c'est assez court, au service de quelque chose qui me passionnait. Alors
après le déclic, c'est que j'ai travaillé avec une femme formidable qui justement m'a aidé à ouvrir ma conscience et de vivre beaucoup plus en conscience dans mon quotidien. Et un jour, elle a prononcé cette phrase « Ouvrez-vous au renouveau ». Et voilà. Et ça a été, voilà. Pourquoi cette phrase-là plus qu'une autre? En tout cas, je me souviens avoir échangé avec elle au téléphone, j'ai raccroché, je me suis dit, je m'en vais et je me lance dans l'aventure We Belong. Et comment t'as fait pour monter un forum comme ça? À 10 000 kilomètres de là où je vis. Bah, ça, c'est mon côté aventurière. J'étais déjà partie à la conquête de l'Est 5 ans avant. Bah, je sais pas, quand un projet me passionne, j'aime bien les challenges, et ça c'était un vrai challenge. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été rencontrer des experts, que j'ai commencé à identifier. Effectivement, je suis partie comme ça toute seule. Allez, alors c'est vrai, il y a un événement qui a aussi fait un autre déclic, c'est que il y a eu Rio +20. Et je suis partie une semaine. Voilà, j'ai pris un billet d'avion. Je suis partie une semaine en disant je vais aller me confronter à d'autres. C'était en quelle année? En 2012. 2012. Oui. C'était les 20 ans de. Et c'était les 20 ans, voilà. C'était Rio +20. Donc, l'idée, c'était d'aller tester cette vision, ce projet auprès d'autres communautés internationales. Et puis là, voilà. Donc, j'ai passé une semaine formidable. L'accueil avait été très positif, et je suis rentrée de Rio en disant, je me lance. Avec ce prisme-là et cette expérience-là, comment tu vois l'avenir? En général, pour revenir un peu sur... on a parlé de la Chine, on peut rester aussi un peu sur la Chine, et ça m'intéresse de comprendre un peu mieux comment les Chinois voient l'avenir. On va y revenir, mais toi, c'est quoi ta vision de l'avenir sur les 10, 20 prochaines années? Alors, c'était une question qui est très vaste, mais moi, comment je vois l'avenir? Tu peux dire qu'est-ce qui te fait un peu peur, qu'est-ce qui t'excite dans ce que tu vois? Alors, j'ai appris à ne plus vivre avec la peur. Donc ça, c'est une grande chance. C'est ça aussi l'avantage quand on vit en conscience, c'est on lâche le mental et on lâche les peurs. Et ça, je trouve ça formidable. Et du coup, il y a beaucoup plus de fluidité au niveau de l'énergie. Donc, on arrive à plutôt se focaliser sur les solutions, et donc le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc, moi, je suis j'ai envie d'être optimiste parce que je vois les jeunes générations énormément se mobiliser. Elles ont un outil absolument formidable qui sont les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des avantages, mais franchement, c'est un outil extraordinaire pour se connecter et pour faire passer ces solutions-là. Et je pense que cette jeune génération, elle évolue avec une conscience assez différente de la nôtre. En tout cas, bon, toi, évidemment, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais c'est la seule génération dans l'histoire de l'humanité qui vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Eh bien, ça change tout. C'est-à-dire que dès lors où on les sensibilise et on partage l'information, ils sont toujours très volontaires pour agir et pour changer. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque ça m'arrive de donner des conférences dans les universités, et on en parlait avec quelqu'un qui donne des conférences depuis très longtemps et qui me disait, il y a 10 ans, il y avait 2 étudiants qui venaient lui parler, et puis maintenant... Donc tu vois quelque chose qui est en train de se passer Moi, c'est ce que je vois dans mon environnement proche. Après, il y a encore énormément de travail, évidemment, parce que on le voit bien. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de sensibilisation. Mais je crois que l'inspiration est une forme d'innovation. Il faut pas être juste sur l'innovation technologique, mais toute forme d'innovation. Et donc voilà, je pense que reconnecter les gens au cœur est un autre modèle d'innovation innovant dont il faut pas se priver, parce que je crois que les gens sont de plus en plus demandeurs de sens dans leur quotidien. Voilà, donc ça, je crois que c'est assez fondamental pour espérer un changement, et ça peut amener à ce que chacun fasse sa part, comme le dit Pierre Rabhi. Donc prise de conscience, en tout cas autour de toi, que tu constates. C'est pareil en Chine. Comment les Chinois voient l'avenir Eh bien... assez positif de ce que je comprends, mais... En fait, c'est vrai qu'ils voient des changements. On peut regarder. Vous avez en l'Inde, on a la Chine dans leur quotidien au niveau des villes les plus polluées au monde. Ouais. C'est maintenant l'Inde qui est en train de passer devant la Chine
Voilà, donc c'est vrai que les Chinois, ils voient du progrès, donc ils arrivent à se projeter. Ils voient du progrès d'abord dans leur confort au quotidien, puisqu'effectivement il y a plus de pouvoir d'achat, et ils voient aussi du progrès dans cette lutte contre toutes les formes de pollution. Et ça, c'est quelque chose qui les aide, mais je crois qu'ils sont très désireux maintenant de participer à ce que les solutions arrivent plus vite, parce que sinon c'est un peu une génération sacrifiée. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de parler avec des Chinois qui rêveraient de s'exiler. Or, l'exil environnemental, c'est de la souffrance, parce qu'on laisse des grands-parents qui ont un seul petit enfant en Chine. Et pour avoir échangé avec une amie chinoise, voilà, elle me dit, je ne peux pas partir, je ne peux pas faire ça à mes parents. Et donc voilà, donc elle a très envie de participer à un autre modèle de consommation. Mais parfois, ils n'ont pas accès à cette information. Et l'idée, c'est vraiment de la propager. Parler des réseaux sociaux, je sais pas si tu es familier avec le crédit social qui est en train d'être mis en place. Alors c'est pas exactement sur ce sujet-là, mais est-ce que tu peux en dire deux mots et peut-être comment tu vois les choses par rapport à l'évolution justement de tes communications sur ces sujets-là, ou l'évolution de la communication sur la prise de conscience d'une certaine forme de liberté, d'une certaine forme de prise de parole aussi sur des sujets qui sont pas forcément soutenus par le gouvernement quand il y en a. Comment tu vois ça? Enfin, je sais pas d'ailleurs si t'as la possibilité d'en parler. Ah bah non, mais moi ça m'interpelle. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu? Alors oui, bien sûr. Alors le crédit social, voilà, c'est un dispositif qui est en train d'être mis en place par le gouvernement chinois, qui prendra sa mesure mai 2020, je crois. Oui, voilà, mai 2020. Donc c'est assez rapproché. Ils l'ont déjà testé sur certaines régions de Chine. Donc je sais, enfin j'ai parlé avec des journalistes qui ont déjà interviewé des gens qui n'ont plus de crédits sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous fumez dans un endroit non-fumeur, vous perdez des points. Si vous vous garez mal, vous perdez des points. C'est comme un permis à points, mais qui recouvre énormément de critères. Oui, là, on rentre vraiment dans la société orwellienne qui, moi, me fait froid dans le dos. Et donc, voilà, et quand on n'a plus de points, nous, on n'est plus habilité à prendre les transports rapides, on n'est plus habilité à créer sa propre entreprise, on n'a plus le droit de faire d'emprunt à la banque. Et j'ai même entendu, alors ça je l'ai pas vérifié, mais si vous côtoyez quelqu'un qui n'a plus de crédit social, vous perdez des points. Donc c'est absolument. Et on rentre en dernier dans l'avion quand on a encore le droit de prendre l'avion, etc. Voilà, donc, voilà. Enfin moi, ceux que les journalistes avaient rencontrés il y a 2-3 mois là en arrière, c'est quelqu'un qui avait mis 26 heures pour venir à Pékin parce qu'il n'avait pas eu accès au train rapide. Parce qu'il avait perdu des points. Parce que voilà, il était dans la région où ça avait été testé, il n'avait plus de crédit social. Donc il se retrouvait vraiment dans la situation. Sachant qu'on peut perdre des points en critiquant le gouvernement local, par exemple, pour ses actions voire qui même ne vont pas dans le box. Alors là, c'est pas juste perdre des points. Oui, là, c'est peut-être. Ouais, on perd beaucoup de points tout de suite. Ça va au-delà. Et ce crédit social va être appliqué aux étrangers qui vivent en Chine. Donc ça, c'est aussi une autre vision de la Chine qui va dans le sens d'une société de plus en plus autoritaire. On pourrait se dire qu'à partir du moment où c'est un gouvernement qui est éclairé sur ces questions-là, en tout cas sur la problématique écologique, ça peut continuer d'aller dans le bon sens. Par contre, ça pose d'autres problèmes. C'est vrai que ce pays qui s'ouvre, voilà, c'est la deuxième puissance économique mondiale. On s'attend à ce qu'elle devienne la première puissance économique mondiale. Elle a pris devant le recul sur les questions climatiques de l'administration Trump. Elle a le champ ouvert pour prendre le leadership sur ces sujets. Donc on pouvait s'attendre à un relâchement politique et en fait c'est l'inverse qui se passe. Donc moi, c'est vraiment pas ce qui me séduit. Après, voilà, Localement, ça s'est perçu comment, justement, cet autoritarisme? On en discute, c'est perçu de manière neutre, positive, négative? Non, alors... Ou alors t'as même pas pu en parler Moi, j'ai eu des échos de gens qui vivent en Chine, puisque comme j'y vais régulièrement, bien sûr que ça a été le sujet lors de mon dernier voyage. Je crois qu'au niveau des intellectuels, au niveau des gens de la rue, enfin voilà, les réactions étaient plutôt négatives, hein, en disant, je crois que ce qui avait beaucoup perturbé, c'était le fait que le président actuel Xi Jinping puisse être élu à vie. Dès lors où ces mesures sont prises et que c'est lui qui reste à la tête du pays, c'est quelque chose qui interpelle.
Ça, c'est vraiment, voilà, c'est la Chine a multiples visages et c'est pas celui qui me séduit le plus, loin de là. On va revenir, je voudrais qu'on revienne aussi un peu sur ton expérience personnelle et ta vision personnelle justement de l'avenir. Quand je cherchais, petit aparté, un nom justement pour ce podcast, j'ai pensé à pas mal de choses avant de tomber sur Sismic. Je pensais à onde de choc, à disruption, parce que tout est en train d'être chamboulé, tout va très très vite. On voit justement sur la Chine là, quelque chose qui est en train d'être mis en place qui peut complètement changer la manière dont le pays fonctionne. Je pensais aussi à signaux faibles, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas venir. Typiquement ça, on en entend. Moi, ça fait juste 1 an que j'en ai entendu parler. On le voyait pas venir. Donc finalement, Sismic, ça veut aussi dire un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir? Quel est un signal faible que tu as pu détecter récemment, dont on parle pas et qui peut potentiellement devenir important? Pour la Chine? Pour la Chine ou en général? Sur les signaux faibles, moi je crois que c'est un des signaux faibles qui me semble très important, c'est que les gens commencent à développer une conscience différente. Je trouve qu'on le voit dans les médias, on le voit dans tous les magazines qu'on nous propose, on le voit avant, lorsque je travaillais sur les études marketing et notamment des études de prospective. Bon, maintenant j'y ai plus accès parce que j'ai quitté le groupe Havas, mais on avait des données qui nous disaient que sur quel que soit le continent, les marques non durables ne seraient plus présentes sur le marché d'ici avant 25 ans. Et ça, c'était sur une tranche de ce qu'on appelle les prosumers ou les early adopters, pour prendre le terme un peu anglo-saxon, justement tous ceux qui annoncent les tendances de demain. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que qui pouvait s'attendre à ce qu'une jeune chinoise qui lance une société pour promouvoir le mode véganisme allait faire plus de 100 millions de vues en 4 ans. Ça, pour moi, c'est un signal faible. Et sans le savoir, elle a été dans l'air du temps du gouvernement qui maintenant veut essayer de faire réduire absolument la consommation de viande en Chine. Ça, pour moi, c'est un signal faible. C'est-à-dire que il y a Arnold Schwarzenegger et James Cameron, le réalisateur américain, qui ont décidé de s'inspirer de ce film de promotion chinois et pour en faire un à promouvoir auprès des Américains. Parce que les Chinois sont très loin derrière sur la consommation de viande par rapport aux Américains. Le film qu'elle a fait? Le film, alors non, pardon, j'ai pas été assez précise, mais le gouvernement chinois a lancé un film pour sensibiliser sa population à manger moins de viande. Et maintenant, on a énormément d'ONG qui utilisent les acteurs, les actrices, les célébrités pour pousser la jeune génération à aimer beaucoup plus les légumes et donc le faire que ce soit très cool parce que justement, c'est des célébrités qui donnent l'exemple. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir, c'est allé assez vite. Et maintenant, quand on se balade à Shanghai, il y a des restaurants végétariens dans chaque coin de rue. Et donc ça va beaucoup plus vite que chez nous, en fait. Je trouve que ça va plus vite. Et le lundi, si on achète un plat végétarien, le deuxième est gratuit. Enfin voilà, des incitations que je n'ai pas vues ici. Ça, c'est un exemple. Après, le deuxième exemple que je pourrais donner, enfin celui-là m'interpelle beaucoup. Et d'ailleurs, on l'a vécu dans l'événement que j'ai organisé, puisqu'on l'a fait dans un hôtel Hilton. Et j'avais dit que pour moi, c'était possible de faire mon événement et donc d'avoir un partenariat avec eux si le chef acceptait de cuisiner vegan. Donc, c'était un chef cantonais. T'as pris le risque. Qui ne proposait pas de plat végétarien dans son menu, mais l'idée, c'était de dire, voilà, l'idée, c'est d'incarner une forme de légitimité et de cohérence et d'expliquer pourquoi surtout. Voilà, pourquoi par exemple la production, enfin l'industrie de la viande rouge est une des plus polluantes au monde et donc de sensibiliser. L'idée est pas du tout d'appeler les gens à devenir véganes ou végétariens, peut-être flexitariens comme notre ministre de l'économie, de l'environnement, Nicolas Hulot. Et on lui a présenté notre projet, l'événement, etc. Et il a accepté. Donc on a formé ses équipes à cuisiner des plats véganes. Pour juste un repas au départ. Alors, il a fait plus de 400 repas et tous les coffee breaks de l'événement sur les 2 jours étaient véganes. Et après, il s'est engagé, c'était très enthousiasmant. D'abord, c'était très beau, délicieux et il s'est engagé à intégrer ces plats dans le menu du restaurant de l'hôtel. Donc, c'était, voilà, c'est interpellant de voir à quel point, non seulement, il aurait pu
trouvé ça sympathique de notre part. Il a relevé le défi. 400 repas, c'est pas rien pour quelqu'un qui n'avait jamais cuisiné ce genre de plat. Et non seulement il a relevé le défi, mais après il s'est engagé à participer à ce changement. Et je crois qu'ils avaient la conscience que certains clients leur demandaient des plats végétariens, mais ils n'avaient pas la réponse. Et donc c'était une belle opportunité pour le mettre en place. C'est un bel exemple. Quel est, pour rester un peu sur ces thèmes-là, dans la détection des signaux du futur, quelle est l'onde de choc que tu observes attentivement dans quelque chose qui peut-être être très visible et qui te fait dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer avec attention? Moi, petit moyen, petite équipe, on promeut les liens sur des plateformes live stream. Personne n'y croyait l'année dernière, la Fédération chinoise d'environnement ou nos partenaires, en disant non, ça n'intéresse pas les Chinois, c'est voilà, ceux qui seront dans la salle, c'est très bien. Et là, après 4 jours, on fait 4 200 000 vues. Ça m'interpelle. Et ça n'a rien à voir avec. Bien sûr que les intervenants étaient formidables, que les innovations étaient formidables, mais je me dis que là il y a un intérêt vraiment assez fort. C'est-à-dire que avec un peu plus de moyens, on peut facilement avoir des chiffres très importants. Et je crois que ces chiffres n'en avaient jamais existé en Chine sur un événement lié à la consommation responsable. Donc moi, c'était voilà une onde de choc en disant et mes partenaires, et notamment l'agence PR, l'agence Relations Presse qui a géré notre communication, elle-même, voilà, la première demi-journée, on avait déjà plus d'1 million. Après, c'est parti viral. On avait 272 blogueurs qui repostaient nos liens parce qu'ils ont aimé et qu'ils se sentaient concernés. Ça m'interpelle. Et je pense qu'on cible beaucoup la jeune génération parce que les consommateurs, tu le disais tout à l'heure, la Chine est la deuxième société consommatrice de digital au monde. Mais d'abord, c'est plus c'est pas vraiment sur ces sujets-là qui pourraient paraître beaucoup trop sérieux, beaucoup trop, réservés au monde de l'entreprise. Mais non, ça les interpelle aussi. Tu racontes quoi à tes enfants, justement, sur l'avenir? C'est pareil, moi, je ramène ça un petit peu à ma problématique. Comme je t'ai expliqué, j'ai une fille d'1 an et demi maintenant. Et je me questionne justement sur ce que je dois lui apprendre, sur ce que je dois lui raconter. Je pense que t'es déjà passé par là. Comment t'éduques tes enfants par rapport à cette vision du monde et ces problématiques que tu vois arriver? Alors moi, le positionnement de mon activité, c'est très focus solution. Donc ma priorité, c'est de les élever à justement vivre en conscience. Donc voilà, les connecter au cœur et pas vivre avec le mental, pas vivre avec les peurs. Je ne leur impose rien. Je cuisine de la viande, mais je ressens une sensibilité, la manière dont ils peuvent se comporter dans le quotidien. Voilà, ma fille de 16 ans m'expliquait hier qu'elle était avec ses amis et qu'elle avait refusé de prendre des pailles parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la prolifération du plastique? Voilà, donc et qu'elle avait tenu tête avec l'un de ses professeurs sur le sujet justement de la consommation de la viande, la production de la viande. Mais voilà, donc c'est une adolescente parisienne, donc il faut aussi laisser le libre arbitre à chacun. Donc mon idée, c'est sur certains sujets, je suis un peu intraitable, c'est-à-dire plus besoin de plastique dans la salle de bain. On peut utiliser des savons et ça a pris un petit temps d'adaptation, mais c'est vraiment anecdotique. Mais je crois que l'élément majeur, c'est vraiment cette connexion au cœur. C'est comment est-ce et puis de vivre en conscience. Voilà, ça pour moi c'est la priorité. Et c'est là-dessus que tu travailles personnellement aussi. Bien sûr, et dans ma vie professionnelle. C'est quoi ton prochain projet professionnel qu'est-ce que les sujets que tu explores? Alors, nous allons lancer un livre guide. Alors, je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur les éco-gestes universels et aussi des témoignages de gens qui changent le monde aujourd'hui, pas demain. Mais pour revenir à ces éco-gestes, ce sera justement pour apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin des siens, à prendre soin de sa maison et à prendre soin de la planète. Donc, ça va exister en 3 langues. En anglais, en français et en chinois.
C'est pour quand? C'est pour 2019. D'accord, donc t'es en train de l'écrire. On a déjà, voilà, j'ai déjà pratiquement tous les contenus. Après, on est en train mais on a déjà des gens qui sont très intéressés pour nous suivre là-dessus. L'idée, c'est que ce soit enthousiasmant et que ce soit pas anxiogène. Donc voilà, c'est que ce soit encourager les gens à faire leur part de manière un peu ludique, mais aussi avec une prise de conscience et aussi travailler sur cette dimension spirituelle que je fais dans mes événements et que je prône même dans mes conférences. Donc ça fera également partie, l'approche de ce livre qui va être un guide. Normalement, voilà, l'idée c'est de guider les gens pour vivre autrement, mieux, pour soi et pour la planète. Le prochain We Belong, c'est à la fin de l'année? C'est 12-13 octobre à Pékin. Avec toujours la même approche ou ça grossit? Comment ça se passe? Alors ça grossit, oui, probablement que l'audience sera beaucoup plus importante parce que là on a beaucoup de partenaires locaux qui ont décidé de nous soutenir, donc on a créé un pool communication et pendant un mois on va faire la communication de l'événement. On va commencer pour la cérémonie d'ouverture avec des images magnifiques de la Terre. Je sais que tu as accueilli Jean-Pierre Gou et qui nous fait l'honneur d'accepter que l'on visionne justement ces images avec, on invite un astronaute américain pour voilà, prendre conscience de la beauté de la planète, que c'est notre maison et que pourquoi essayer de développer des projets pour aller sur Mars alors qu'on risque de perdre la Terre. Donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser sur justement voilà, ça c'est notre maison, prenons-en conscience et c'est aussi une forme de contemplation de la beauté de la planète parce que la contemplation fait partie de cette prise de conscience et l'idée c'est un peu une manière de consommer doucement, voilà, slow life comme on dit en anglais. Et puis après voilà, des entrepreneurs, des grandes entreprises, des innovations superbes. Voilà, l'année dernière, les gens avaient adoré ce designer italien qui fait du cuir végétal avec du marc de vin, qui est un déchet toxique, donc qui est vraiment un déchet qu'on ne peut pas remettre dans l'économie circulaire. Et bien maintenant, il a apporté la solution et il a montré des sacs, des chaussures, enfin voilà, tout objet design où plus besoin de tuer les animaux pour produire du cuir. Donc et plein d'autres choses super intéressantes comme ça. Oui, voilà, des choses très inspirantes. Donc pas produites qu'en Chine aussi, ça donne une. En fait, c'est pour ça que ça plaît, c'est de voir ce qui se passe chez soi, mais ce qui se passe ailleurs aussi. Et ça, c'est vraiment une dimension qui me semble très importante. La problématique de la pollution, elle n'a pas de frontières. Donc c'est vraiment comment on va au-delà des frontières et se laisser inspirer, pas que par les innovations étrangères, mais aussi par les innovations locales. Et c'est ce mix qui fonctionne bien avec aussi des pionniers, des start-up, des grands groupes, des artistes, voilà. Donc c'est un peu ce pied avec, voilà, pourquoi pas un astronaute américain qui va donner sa vision du monde et de la protection de la planète. Pourquoi? Et maintenant il voyage, il fait des conférences par rapport à ce qu'il a marqué dans son expérience professionnelle. Le fameux overview effect dont parlait Jean-Pierre Gou. Mm-hmm. Est-ce que tu as un ou deux livres qui t'ont marqué dernièrement ou que tu recommanderais pour ma bibliothèque personnelle? Pour ta bibliothèque personnelle. Ça peut être un roman, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec cette problématique-là. Hein, ouais, alors il y a deux chemins. Il y a le chemin spirituel. Voilà, je pense que Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, pour moi, est un livre magnifique. Et puis au niveau, je pense qu'aussi les gens peuvent découvrir que tout est possible. Je viens de terminer le livre sur l'aventure Solar Impulse de Bertrand Piccard, qui montre à quel point, voilà, on l'a pris pour un fou quand il a dit qu'il allait faire voler un avion avec des panneaux solaires et qu'il ferait le tour du monde. Et finalement, il n'y a pas de limite à la créativité, tout est possible. Dernière question. Un petit bonhomme qui vient de 2040-2050 et qui nous délivre un message, il nous dit quoi? Elles sont marrantes ces questions. Hein. Oui, elles sont marrantes. Il était temps d'arrêter de marcher sur la tête. Bravo de vous être réveillé. Parce que je veux croire au réveil. Il y avait un poème, un tout petit poème de William Arthur Ward qui dit « La fierté dit c'est impossible. L'expérience dit c'est risqué. La raison dit c'est sans issue. Le cœur murmure, essayons.
Et je suis convaincue que nous allons tous essayer. Merci Nathalie. Merci Julien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés, vous pouvez vous rendre sur le site sismic.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide beaucoup, et surtout écouter les autres épisodes déjà disponibles, comme celui avec Jean-Pierre Gou mentionné par Nathalie par exemple. À très vite.